reprenons le couple maître-esclave. Nous sommes toujours dans une situation de maîtrise-servitude. C'est une symbolique. Hein. Faut pas. Je veux dire, ça peut être moi avec le piano. D'accord? Au début, c'est moi qui suis actif, lui, il est passif, il fait ce que le piano, d'accord? Mais en fait, c'est lui qui m'impose ses contraintes. C'est pour ça qu'il me faut des heures, des années d'exercice, etc., pour me libérer des contraintes du piano ou des contraintes simplement de la nature, de mes doigts. Nous n'avons pas les doigts égaux, je file ma métaphore du jeu de piano. Or, il faut une parfaite égalité des doigts pour jouer les œuvres du répertoire. Le pouce et le petit doigt n'ont pas la même force. Le corps n'a pas été fait pour jouer du piano, il a été fait pour courser la proie, ou des choses comme ça. Donc, il faut un détour par le travail et par l'exercice pour égaliser les doigts, et donc ce qui fait que il y a les mêmes renversements que dans la dialectique du maître et de l'esclave. Ce que je crois être un moyen à mon service, le piano m'impose sa propre logique que je dois surmonter en travaillant et en mettant moi à son service et ainsi de suite. La croyance, car c'en est une, l'opinion qu'on pourrait avoir une position de maîtrise sans aucune servitude, est illusoire, elle est de l'ordre de l'imaginaire, elle est naïve et dangereuse. C'est ce que Hegel appelle le maître absolu. C'est la mort. Chez lui, le maître absolu, il n'y a qu'une seule fois où il n'est pas naïf, où il est réel, c'est la mort. La mort est le véritable maître absolu. D'accord? Or, de nouveau, parallèle avec Freud. Ou plutôt avec un commentaire de Freud chez Lacan, si vous voulez. Lorsque, dans la lettre volée, le ministre qui voit que la reine est distraite et que le roi ne voit rien du tout, c'est le fameux triangle. Hein. Le roi qui est toujours, ne voit jamais rien, comme les rois de comédie. La reine qui, voyant que le roi ne voit rien, laisse traîner la lettre, visible probablement d'un amant. Mais politiquement, comme c'est la reine, c'est important. Si on trouve cette lettre, on peut la faire chanter, faire une crise dans le royaume. Et le ministre qui, voyant l'embarras de la reine, vole la lettre. Dans un silence, tout ça se fait en un temps d'horloge, un battement d'horloge. D'accord? Il est dans la position du pervers, je reviens à Lacan. Le pervers, c'est celui qui, parce qu'il voit, croit qu'il n'est pas vu. Le prédateur, vous avez vu des documentaires, la panthère qui avance à pas de loup là, vers sa proie dans la brousse. D'accord, le rêve du pervers, c'est d'être le seul à voir, mais lui de ne pas être vu. D'être le maître absolu. Vous voyez le rapport maintenant de la situation, en oubliant, d'accord, qu'il y a toujours un autre troisième terme qui vous voit. Ne faites pas la politique de l'autruche, c'est un jeu de mots de Lacan. Hein. C'est qui consiste à mettre sa tête dans le sable, ça c'est l'autruche, d'accord? Et jusqu'à ce que l'Autrichien Freud lui dise, on peut lui plumer le derrière à ce moment-là. Hein. Elle se croit à l'abri, mais elle est à l'abri dans l'imaginaire. Elle croit que parce qu'on ne la voit pas, elle est à l'abri, d'accord? Parce qu'elle voit, elle croit qu'on ne la voit pas. Hein. Donc voilà, c'est un petit rappel que je fais, auquel fait penser cette phrase de Derrida, on fait aussi bien de tomber vers le haut que vers le bas. Il y a une mesure à chercher. Vous voyez, c'est ce qu'arrive à faire Dédale en allant ni trop haut comme Icare, ni en restant dans le bas comme la servitude, comme ce qu'il était dans le labyrinthe quand il était l'esclave de Minos. Il y a une bonne médiation, la bonne courbe, qui est le milieu, entre celui qui voudrait être le maître absolu. Vous avez des exemples célèbres, Néron, Caligula, vous avez ceux qui apparemment ont eu toute la puissance mondaine pour eux, qui ont souvent des destins tragiques, précisément, d'accord, et la servitude totale. Entre les deux, pas comme un juste milieu, hein, mais comme la juste mesure, ce qui n'est pas pareil que le juste milieu. Hein. Il y a la bonne courbe, celle qui va le plus loin possible avec le minimum d'énergie. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, entre les extrêmes du bas, la servitude, et trop haut. Ce qui est trop haut, c'est la fausse liberté. C'est celui qui comprend le faire ce que je veux et faire ce qui me plaît. Je reviens à Néron, Caligula, etc. Vous comprenez pourquoi je prends ces exemples. Le libertin, au XVIIIe siècle, de la modernité. Ça, de Laclos, je veux dire, qui confond faire ce que je veux et faire ce qui me plaît.
Je rappelle que Pierre et Paul ont le bac à réviser, décident de se lever à 6 h du matin parce qu'ils ont un peu pris de retard, ils ont glandé. Et à 6 h, le réveil sonne, Pierre se lève, Paul reste au lit, lequel a fait ce qu'il a voulu. C'est important de poser le problème comme ça. Alors je vais vite parce qu'on n'a pas de temps à perdre, mais je vais dire c'est celui qui se lève qui a fait ce qu'il a voulu. Il a voulu se réveiller le matin à 6 h la veille, d'accord? Même si c'est pas très plaisant de se réveiller quand on a sommeil, de se lever quand on a sommeil et qu'on préférait rester au lit. Et que c'est pas une preuve de volonté et de liberté que de rester au lit quand on a sommeil. Moi je suis pas contre. Celui qui reste au lit ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce qui lui plaît. Il a le droit, moi je lui fais pas un procès. Mais qui ne vienne pas me dire que c'est à ce moment-là qu'il est libre. Aussi peu que celui qui mange quand il a faim. Pourquoi lui en vouloir? Je ne fais pas son procès moral. Je dis, c'est pas à ce moment-là que je peux vérifier qu'il est libre. C'est plutôt quand il mange cuit. Ça n'ajoute rien au programme de la faim naturel, mais voilà, ou qui met de la vinaigrette, j'en sais rien. Enfin bref, comme toute l'histoire de la cuisine. Le cru et le cuit. Voilà. Donc quand je dis trop haut, c'est ça, tout simplement. C'est une maîtrise où le particulier s'isole complètement de la communauté. Et qu'il oublie que, et j'anticipe un peu sur la suite, que l'objet inconscient qui nous est commun à tous, du désir commun que nous avons, il est quand même collectif. L'esprit, c'est un jeu qui est un nous et un nous qui est un jeu, comme dit Hegel dans la phénoménologie. Pas un on, un nous. Il y a une dialectique de liberté et de l'égalité. Ce qui me fait penser au passage que la dialectique de la reconnaissance est toujours insuffisamment développée quand on l'évoque. Bien sûr que c'est la clé de l'hegelianisme, mais enfin c'est là qu'on voit que les clés, il n'y a pas des clés à ouvrir toutes les portes à la fois. Il faut la prolonger. On ne parle jamais du contenu de la reconnaissance. La forme, oui. Une conscience de soi n'est une conscience de soi que lorsqu'elle est en soi et pour soi, pour une autre conscience de soi. Bon, on a compris. Je ne suis un homme que lorsque je suis reconnu comme homme par un autre homme. Jusque-là, on a compris. Mais que je suis reconnu comme quoi? Comme libre. Et pour que je sois reconnu comme libre et que cette reconnaissance soit effective, pas seulement gratifiante, mais effective objectivement, il faut que celui qui me reconnaît le fasse librement. Car si je paye une nana, j'y espérais une nana, un mot réducteur, familier, pour me dire tous les matins, je la paye, parce que j'ai plein d'argent, pour me dire tous les matins, t'es le plus beau, t'es le plus intelligent, t'es le meilleur, etc., je vais être ravi, surtout si je suis bourré de complexes. Le lundi, le mardi, mercredi, je commence à me fatiguer, le jeudi, ça me prend la tête, le vendredi, je la vide à coup de pied au derrière. D'accord? Parce que je vois bien que mon rêve, c'est qu'elle me dise ça, alors que rien ne la force à le dire. Oui ou non? C'est le sujet de tas de films, de tas de romans où le mec se demande c'est pour moi l'argent, pour moi quand même. Vous voulez que je vous dise? Donc, vous voyez bien que la reconnaissance ne peut être gratifiante que si elle est librement octroyée. Donc j'ai intérêt à ce que l'autre soit libre, pour que la maîtrise que j'exerce sur lui soit gratifiante. C'est ce que, voilà, je vais refaire ma parenthèse, c'est là qu'on voit qu'on ne peut pas mettre la liberté ici et l'égalité là. Mais sinon, je ne serais pas engagé dans le communisme. Je n'ai pas dit chez les communistes, parce que ça varie un peu les partis communistes, mais même beaucoup. Mais je ne varie pas du fait d'avoir un engagement communiste. Précisément parce qu'il n'y a que dans une société où il y a une égalité de droits, bien sûr, que je peux enfin faire ce que je veux. C'est-à-dire que je peux être gratifié par une reconnaissance librement octroyée. J'ai vécu dans des pays où il y a d'énormes inégalités, en Afrique subsaharienne par exemple, c'est très agréable. Mes domestiques, le fait qu'à l'aéroport, le mec sur le tarmac, il m'attend, il m'enlève mes bagages de la main, j'ai même pas encore touché le macadam, le tarmac, comme on dit. C'est très bien, mais ça dure un instant. Vous avez une très belle illustration de ça dans le Zadig de Voltaire. Voilà, pour ne pas citer toujours Rousseau, où il y a effectivement un mec qui était très vaniteux, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça dans Zadig. Et Zadig dit je vais lui faire passer ça, et il paye des musiciens pour lui chanter ses louanges à tous les réveils le matin dans son lit, vous ne voulez pas? Le type devient fou à la fin, il dit arrêtez, j'en peux plus. Voilà.